Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Carnet de route d'un gérant by InnoCap Gestion. Vous connaissez la philosophie de l'émission, vous faire découvrir des valeurs de croissance innovantes grâce à l'équipe d'InnoCap Gestion, une équipe qui se déplace partout en Europe pour aller dénicher ces pépites, rencontrer des dirigeants de sociétés qui feront bien sûr la performance de l'investissement. Et aujourd'hui, allez tiens, on va oublier la grisaille parisienne, la pluie, et on va prendre le large en compagnie de Sébastien Lemonnier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes co-gérant du fonds Quadrige Europe Midcap, et avec vous, on va s'installer le temps de cette émission à la barre d'une très belle valeur italienne que vous m'avez présentée durant la préparation de cet entretien, rien moins que comme le Hermès du yacht. C'est pas un peu, c'est vraiment une si belle valeur? Alors c'est ça, le nom c'est San Lorenzo, une société dont on est devenu actionnaire en décembre dernier lors du projet d'introduction en bourse de la société à Milan, donc pour le compte de notre fonds Quadrige Europe Midcap. Alors San Lorenzo c'est quoi? C'est le leader mondial des yachts ultra luxe de plus de 30 mètres. C'est une société qui a été créée en 1958, qui a été rachetée en 2004 par l'entrepreneur Massimo Perotti, qui est aujourd'hui le chairman et le principal actionnaire. Et c'est un positionnement unique parce qu'il y a le savoir-faire du Made in Italy dans le domaine du luxe, qui est quand même le domaine incontournable en Italie, avec 4 sites de production transalpins, 450 employés, et il collabore également avec 1500 artisans qui sont qualifiés dans le domaine du luxe. Bon, alors on voit les images derrière, effectivement, des bateaux magnifiques. Est-ce que vous y allez quand même pas un peu fort en le comparant à notre fleuron du luxe tricolore? Vous savez, j'aurais pu comparer à Ferrari, je pense, compte tenu du positionnement. En fait, il y a une qualité-prix hors norme par rapport à tous les concurrents, même dans les yachts haut de gamme. Là, on parle du ultra haut de gamme. Le prix moyen, c'est 10 millions. Autre élément, on a une qualité, on a une prestige exceptionnelle qui fait que ce prix est, sur toute la gamme, 20% supérieur au prix des concurrents. Pourquoi? Parce qu'on a un design, on a un savoir-faire avec une personnalisation qui est possible à l'infini, mais aussi une qualité de la coque en termes de résine qui permet en fait à la fois une meilleure longévité, donc une meilleure dépréciation en quelque sorte du prix du bateau, un meilleur confort et une meilleure sécurité pour ses clients. On a d'ailleurs une décote sur le marché d'occasion qui est très faible à la contrario des autres acteurs. Bon, alors vous êtes très enthousiaste et ce qui explique justement une partie de cet enthousiasme, c'est que vous ne vous êtes pas contenté de regarder les vidéos promotionnelles, vous êtes allé sur le chantier de fabrication de ces yachts et on peut dire que ce que vous y avez vu vous a bluffé, notamment en termes d'organisation de production. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il est situé ce chantier? Alors on en a vu 2 sur les 4 du groupe, celui d'Amelia et celui de la Spezia, qui sont en fait dans une super belle région, dans les 5 terres, donc juste entre Gênes et Pise, en plus c'est magnifique. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, au-delà de la qualité exceptionnelle des bateaux, ce qui nous a marqué, parce qu'on cherche l'innovation, on cherche la différenciation chez InnoCap, c'est de voir l'excellence opérationnelle de l'outil de production. Alors pourquoi? Nous, on avait déjà dans le passé visité beaucoup de chantiers. Là, le chef de la production qui nous a fait visiter justement ces 2 chantiers n'est pas quelqu'un qui est issu du monde nautisme. C'est quelqu'un qui vient de l'industrie exigeante, pénible de l'automobile. Et il est venu avec son œil extérieur, avec sa rigueur. Les marques ne sont pas les mêmes. C'est ça. Avec un œil extérieur et une rigueur aussi très forte. Et en fait, il a contribué à une refonte totale de l'outil de production de San Lorenzo ces 2-3 dernières années. Alors, quelques exemples. En l'espace de quelques années, il a baissé de 10 ans l'âge moyen des personnes qui travaillent sur le chantier. Aujourd'hui, c'est 36 ans l'âge moyen. Pourquoi? Parce que quand vous avez des artisans qui sont un peu des artistes finalement, qui depuis des années ont des méthodes de travail qui sont belles, mais qui ne sont pas productives, c'est difficile de leur faire changer ça. Donc il a amené beaucoup plus de pragmatisme. Autre exemple, et ça c'est quand même du bon sens, quand vous visitez un chantier naval, en général les bateaux sont installés les uns derrière les autres. Lui, il a dit, mais ça ne fait pas de sens. Quand on déplace un bateau, il faut qu'on puisse être agile. Donc aujourd'hui, les bateaux, sur les 2 nouveaux hangars, les bateaux sont installés les uns à côté des autres. Qu'il n'y en ait pas un qui bloque toute la chaîne de production, tout à fait. C'est ça, si gagner en flexibilité, gagner en productivité. Et puis l'autre élément, je vous parlais des 1500 artisans qualifiés qui travaillent sur le bateau. C'est beaucoup de cœurs de métiers en fait, différents qui collaborent. Il a mis des règles pour pas que ce soit le bazar sur le bateau, pour qu'on utilise uniquement les pièces dont on a besoin, pour qu'on fasse l'assemblage qui n'a pas besoin d'être fait sur le bateau dans des compartiments séparés, où d'ailleurs chacun des artisans a son propre casier, et il doit tenir son casier propre, etc. Alors tous ces petits exemples, parmi tant d'autres, ça a amené quoi? Ça a amené une baisse du temps de réalisation d'un bateau
à peu près de 30-35%, ce qui est quand même sensible et ce qui va améliorer structurellement la marge du groupe, qui est déjà une bonne marge, et surtout qui permet aussi de libérer des capacités de production, parce qu'on l'a vu sur site. Aujourd'hui, le groupe tourne à plein régime avec 24 yachts qui sont actuellement produits simultanément, et donc c'est ce qu'on a pu voir. Bon, alors tout ça, c'est très séduisant. Quand on vous écoute, on comprend bien les différents leviers. Quand même, les investisseurs français qui connaîtraient peut-être plus près de chez nous les valeurs françaises, justement, on pense peut-être à Rodriguez, à Quash ou encore à Fontaine Padgett, savent qu'investir dans une valeur du Nautis, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que cette excellence opérationnelle que vous décrivez, elle se retrouve dans les chiffres, la croissance, mais aussi la rentabilité du groupe ? Alors c'est une très bonne question parce qu'on ne regarde pas qu'à l'instant T, on regarde tout l'historique. Et oui, San Lorenzo a un historique financier qui montre la qualité et la pérennité de son modèle économique. Quelques chiffres. Depuis 2004, la croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires a été de 17%. Au pire de la crise, en 2009, quand tous les autres acteurs perdaient de l'argent, San Lorenzo a fait au plus bas une marge opérationnelle de 9%. Pourquoi ? Parce que je vous parlais tout à l'heure des artisans qui l'utilisent. Il a 80% de sa structure de coûts qui est variable, quand d'autres acteurs, par exemple comme Ferretti, lui a 80% de ses coûts fixes. Et puis dernier élément, par rapport au sujet notamment Rodriguez, compte tenu du prestige de la marque San Lorenzo dont on parle, avec des prix qui sont bien supérieurs à la concurrence, et de sa rigueur et de sa discipline en termes de gestion du BFR, à la différence des autres, quand il a fini la coque, donc la structure du bateau, il a à ce moment-là dépensé à peu près 20-25% du coût de production. Compte tenu de son prestige et de son positionnement, il est en mesure à ce moment-là d'avoir déjà reçu 50% ou plus de 50% du prix d'acquisition de la part du client, Pas de problème ce de qui lui donne de la trésorerie, flexibilité. Ouais. Donc ça, c'est une vraie rigueur. Et ça s'est encore traduit en 2019, parce que la croissance de son chiffre d'affaires a été de 39%, sa marge opérationnelle de 15%, et surtout, parce qu'on parle d'avenir et d'accélération de croissance, un carnet de commandes qui a été record à hauteur de 480 millions. Alors attendez, marge opérationnelle à 15%, ça doit se payer cher, ça non en bourse. Est-ce que votre yacht, votre spécialiste de l'hyperluxe du yacht, ne serait pas justement aussi bien valorisé déjà en bourse que notre Hermès national ? Alors malheureusement non, ou plutôt heureusement, Plutôt parce que c'est ce qui crée peut-être, justement l'opportunité. Non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de son chairman, donc M. Perotti, qui a créé la société, mais également les dirigeants de la société sont les principaux actionnaires, en plus de certains clients, ce qui est quand même aussi plutôt une bonne nouvelle. Oui. Si vous achetez des actions de quelque chose que vous possédez, c'est plutôt un bon signe. Mais c'est des gens qui sont humbles, qui malgré cette industrie qui peut paraître un petit peu très luxueuse en quelque sorte, ces gens qui sont très humbles et qui ont voulu une réussite aussi pour le prestige de la marque, donc une réussite de leur introduction en bourse. Donc ils ont volontairement voulu venir sur un multiple relativement faible. Aujourd'hui, ils ont plus de 50% du capital et ils préfèrent jouer l'appréciation du titre. Autre élément, la société en bourse depuis peu de temps, finalement 3 mois, elle a fait que sa première publication de résultats il y a quelques semaines dans un environnement qu'on connaît. Et donc elle a tout pour être découverte. Aujourd'hui, elle ne se paye que 9 fois les résultats opérationnels. C'est une valorisation d'une valeur cyclique. L'histoire le montre. San Lorenzo arrive à traverser les cycles avec un bateau qui est justement plus solide, plus fort que les autres. Il arrive à passer le cycle et il est gagnant. Parce qu'aujourd'hui, il a en plus une structure bilancielle qui est très forte, quasiment sans dette, et il est agile avec sa structure de coût. Et donc, on est très loin des multiples de valorisation du luxe, on est plutôt à 18 fois l'EBIT. Bon, alors je suis séduit, Sébastien, je vous l'avoue, et en même temps, je me dis, est-ce que c'est bien sérieux de parler de yacht en pleine période justement de coronavirus, de confinement, de blocage ? Il y a peut-être de quoi donner un coup de froid sur le carnet de commandes, non ? Alors vous savez, nous on essaye de prendre du recul. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de communication panique, voire un petit peu hypocondriaque. Je ne suis pas un expert médical, je vais juste reprendre les propos de la société. Après les attentats du 11 septembre, aussi contre-intuitivement que ça peut paraître par rapport à la pensée collective, l'appétit des clients n'avait jamais été aussi fort. Pourquoi ? Parce que c'est la réponse de la société. Quand vous avez une crise, quand vous avez un attentat, etc., où est-ce que c'est le meilleur endroit finalement pour se protéger ? Pour un ultra riche, partir sur son yacht au plein milieu de la mer, il a beaucoup moins de risques que s'il prend l'avion, que s'il va ailleurs. Donc ils ne savent pas, ils sont très humbles, ils ne savent pas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un carnet de commandes qui continue d'accélérer. J'ai vu, je vous en ai parlé, les 24 yachts qui sont produits simultanément ensemble. Et des clients qui sont assez un peu sensibles finalement à ce genre d'événement qui de toute façon devrait être temporaire. Petite question hors sujet peut-être pour finir, mais on l'a vu l'année précédente, en 2019, les valeurs moyennes, nonobstant leur qualité, ont plutôt moins performé que les grandes valeurs. Il y avait une recherche de liquidité de la part des investisseurs. Est-ce que c'est pas aussi ça un risque qui pèse sur la performance de San Lorenzo en 2020 ? Je pense que c'est plus un constat qu'un risque. En effet, c'est vrai que cette période de 2019, elle avait d'ailleurs commencé sur le premier semestre
trimestre 2018. Pourquoi? Parce qu'on a eu à la fois beaucoup de tensions politiques, on a eu le conflit entre la Chine et Trump, on a eu le Brexit, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles macroéconomiques et aussi beaucoup de mauvaises nouvelles microéconomiques avec une sorte d'apogée, une série de profit warning, notamment sur le deuxième trimestre 2019. Ça a amené à quoi? Ça a amené en effet à ce que les investisseurs se mettent en risk-off, ne choisissant que la qualité, la visibilité et la liquidité. La course, plus c'est gros, plus c'est beau. Sauf qu'on a pu observer sur le deuxième semestre 2019, et notamment à compter du troisième trimestre, une inflexion de tous ces éléments, à la fois sur le sujet politique. On a vu quand même que ça s'est beaucoup détendu avec l'accord de phase 1 en fait, entre la Chine et Trump. On a eu aussi une vraie inflexion sur les éléments macroéconomiques. Et puis on a eu enfin des super bonnes nouvelles d'un point de vue microéconomique. Si je prends le fonds Quadrige Europe Mid-Cap, à la fois au troisième trimestre et au quatrième trimestre qu'on vient de terminer, en termes de publication, on a eu à chaque fois plus de 55% de l'exposition action avec des publications qui ont été au-delà des attentes, des bonnes surprises. Et ça a amené quoi? Ça a amené jusqu'à l'événement du coronavirus, finalement une inflexion sur la liquidité, ce qui nous a permis de constater sur certains titres des volumes échangés qui étaient 7 à 8 fois plus importants que sur les 100 derniers jours, mais qui étaient justement juste revenus à la normale en quelque sorte. Donc on pense que l'événement actuel avec le coronavirus, il va perturber encore un peu les marchés, il va impacter ce retournement. Mais il va aussi être temporaire, et ça tout le monde le sait. Et puis sans vouloir être trop optimiste, on pourrait aussi avoir assez rapidement ensuite une accélération de nouveau sensible de tous les éléments macroéconomiques et microéconomiques. Et donc en ça, on pense qu'on devrait avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on n'a pas de boule de cristal, mais l'histoire le montre, c'est le genre de virus qui ne dure que de façon temporaire. Ça laissera place de nouveau à un nouvel appétit et une normalisation du risque de la part des investisseurs. Bon, alors en tout cas, merci Sébastien pour cette réponse. On voit l'approche terrain d'INOCAP, que la croissance, l'innovation n'est pas forcément réservée aux valeurs de la tech, qu'on peut la trouver aussi chez une société qui conçoit et fabrique des bateaux, mais pas n'importe lesquels. Vous repartez bientôt, Sébastien? Alors c'est plus difficile en ce moment, mais on prend toutes nos précautions. Mais oui, ça reste au cœur de notre métier et simplement parce que c'est là où sont les bonnes informations. C'est-à-dire que nous, depuis 15 jours, on a déjà des informations, des confirmations, notamment que les employés en Chine sont retournés au travail. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le PDG de Puma qui me disait « Aujourd'hui, j'ai 80% de mes effectifs en Chine qui sont revenus. J'ai exporté ce matin 500 000 paires de chaussures, donc ça y est. » Donc oui, on va continuer, on fait attention, mais je suis la semaine prochaine à Londres avec des sociétés belges et des sociétés allemandes et j'ai encore beaucoup d'autres voyages de prévus parce que c'est là où sont les informations. Vous reviendrez partager vos trouvailles avec nous? Avec plaisir. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, ce numéro de Carnet de route d'un gérant est désormais terminé. À très bientôt pour une nouvelle édition.